Je dis que depuis 4 ans, nos oignons, vous vous en occupez. Parce que Richard Tanfou, je vais répéter, Richard Tanfou, Armand Notak, Michel Ndoki sont exclus et c'est votre problème. Enfin, c'est un de vos camarades. Ceux qui démissionnent, c'est toujours votre problème. Nous, on n'a pas le droit d'appliquer nos propres textes au MRC. Bon, comme ça vous intéresse notre vie interne, nous avons décidé de nous intéresser aussi à votre vie interne. Et je me suis renseigné sur le sujet. Le dernier congrès du RDPC a eu lieu du 15 au 16 septembre 2011. Les organes élus l'ont été pour 5 ans. Président national, bureau politique, comité central. L'article 18 dispose que c'est 5 ans les mandats. Tout à fait. Donc, si je compte, et je ne suis pas très bon en maths, mais j'ai fait l'effort de compter, 5 ans plus tard, nous sommes rendus, j'extrapole, 18 septembre 2016. La réunion du bureau politique qui a siégé pour proroger le mandat a eu le 3 novembre 2016. C'est-à-dire qu'entre le 16 novembre, entre le 16 septembre 2016 et le 3 novembre 2016, votre président national n'était plus président national. Le comité central avait vu son mandat de 5 ans expirer. Pareil pour le bureau politique. Donc le bureau politique qui a siégé le 3 novembre a siégé hors délai. Première chose. Et il a siégé pour dire quoi? Au palais de l'unité d'ailleurs. Vous faites vos réunions au palais de l'unité. Tant mieux pour vous. Pour dire qu'il proroge, pas qu'il prolonge. Et l'article 18 dit proroger. Oui. La prorogation, c'est l'ajout de la même durée que celle initiale. Statut quo ante bis. C'est-à-dire que si même on admet que le bureau politique avait qualité et compétence pour proroger le mandat, le jour où il a fait, c'est pour 5 autres années. 5 ans à partir de... C'est-à-dire 2021. Oui. Donc, mais ils ont prorogé, ils n'ont pas prolongé. Donc depuis le 5 novembre 2021, il n'y a plus de réunion du bureau politique qui est l'instance habilitée. Et l'autre vice de forme, c'est que comme le 3 novembre, le bureau politique qui statue est déjà hors délai, ce bureau politique ne peut plus juridiquement être convoqué par le président national. Ce bureau politique devait être convoqué par le doyen d'âge. Déjà en 2016. C'est le doyen d'âge qui devait convoquer ce bureau politique qui s'est tenu au palais d'Etoudi. Sauf que ça a été convoqué par un président national déjà hors délai, hors mandat. Ça, je ne sais pas comment vous allez corriger ça. Sauf si votre président national est en même temps votre président d'âge. Mais l'acte de convocation devait le mentionner. Parce que c'est une instance qui convoque. Il faut que l'instance ait la compétence de convocation. Si c'est le président national, c'est le président national. Si c'est le bureau d'âge ou le doyen du bureau, politique, le bureau d'âge, c'est le doyen du bureau politique, il le convoque ex qualité. Il ne l'a pas fait. Donc, depuis novembre 2021, il n'y a plus de prorogation et le bureau politique est composé de 30 membres, statutairement. Une dizaine nommés, une vingtaine élus par le comité central. Ils sont combien au jour d'aujourd'hui? Maître Claude Biliga va nous dire combien sont les membres du bureau politique vivants. Dans le décompte fait par Maître Momo, il dit qu'il y a 7 qui sont décédés, qui n'ont pas été remplacés. Encore qu'il n'avait pas été 30 dès le départ. Il n'avait jamais été nommé plus, il était 22 au total. Donc il manquait 8 noms à compléter à l'issue du congrès 2011. Oui. Donc ils n'ont jamais été nommés 30. Ils étaient déjà moins que 30. Et puis parmi les 22 qui ont été nommés, il y a des décédés. Or, le bureau politique siège à une majorité qualifiée des 2 tiers, si je ne m'abuse. S'il n'y a déjà pas assez de membres pour composer le bureau politique en situation normale, comment vont-ils faire pour que ce bureau politique-là siège avec le quorum pour convoquer le congrès? Parce que la seule option qui leur reste, même pour convoquer le congrès, juridiquement parlant, c'est que le bureau politique le fasse. Or, pour que le bureau politique le fasse, il faut qu'il ait le quorum, qui est en l'état actuel impossible, parce que même celui qui doit compléter le quorum n'est plus président national. Comme je vous l'ai démontré, depuis au moins, là je suis gentil,
depuis au moins novembre 2021. Parce que si on peut être un peu plus vicieux, on dira depuis septembre 2016. Si on veut être vicieux. Donc voilà la situation chez eux. Quand ils disent que c'est leurs oignons, non, ce ne sont pas leurs oignons. Parce que si ce parti-là investit un candidat à la présidentielle, nous allons demander au Conseil constitutionnel de vérifier si ce parti, justement, remplit. Parce que c'est ce qu'ils veulent faire, ils vont vouloir faire par. Quand ils disent que tel parti ne peut pas investir tel ou tel autre, c'est parce qu'ils entrent dans les oignons des partis en interne, non? Quand ils disent que si le FCC veut investir, je ne sais pas moi, Maurice Kamto, il faut que Maurice Kamto démissionne du MRC pour adhérer au FCC avant que le FCC ne l'investisse. C'est quoi leur problème? Ce sont les oignons du FCC et du MRC. Ça ne regarde que nous autres. Mais comme ils veulent qu'on s'intéresse à leurs affaires, on s'y est intéressé. Et on a découvert que la médiocrité généralisée dans laquelle on gouverne le Cameroun, en fait, ils ne font pas exprès. Même leur propre maison, ils ne la balaient pas. La preuve, c'est que leur propre texte, mais je sais pourquoi M. Biliga ne veut pas en parler, parce que c'est très inconfortable comme position, leurs propres textes sont violés. Et si donc, un Minat qui n'est pas celui qui est là, veut faire ce qu'on a fait à l'UPC, au CPP, au PCRN, ben, il y aura une tendance qui va vouloir, au sein du RDPC, que les textes soient respectés et que la violation continue, qu'on voit là, ne se perpétue pas. Quand vous mettez les listes à la place de la liste, vous faussez le jeu, vous mentez à celui qui vous écoute. Ça s'appelle les carabistouilles. L'article 50 dit sont considérés comme opérations préparatoires aux élections, l'établissement de la révision des listes électorales. Je m'arrête là. Alors, je fais simple. Vous êtes de Nia Chocho et un centre de rassemblement de toutes les inscriptions. Tout le canton Nia Chocho, à la fin des opérations, on viendra sur le mur de ce grand bureau de Nia Chocho afficher le nom. Il y aura les tantans, les tontons. S'il y a des confusions, des omissions ou des erreurs, la commission locale, elle se charge de vérifier. Celui de Nia Chocho, quand il a fini ce nettoyage, le peuple a dit c'est bon. Il envoie dans la région, ce qu'on appelait à l'époque la province. Celui-là aussi, il regroupe, il réduit le volume des papiers. Ça s'appelle toujours des listes, mais régionales. Au Cameroun, le type de Nia Chocho a publié. Les villageois de ce coin-là, ils ont vérifié avec leurs yeux. Ils ont porté, ils ont donné à la région. Ceux de la région ont visionné avec leurs yeux. Maintenant, tous les résultats de la région qui doivent être entrés dans le bureau du patron de l'ECAP, lui seul, pour constituer une seule liste. Il a pris tout ça, il a mis dans la cantine. En français, en fait simple, c'est ça. Il refuse donc de regrouper les listes de 10 régions pour en faire une seule. Il dit que les listes sont publiées, c'est-à-dire que ce qu'on a fait au premier niveau là, en tenez-vous à ça. Donc celui qui ne parvient pas à vous dire de façon simple ainsi, il raconte des carabistouilles. Alors, est-ce que le contentieux de celui qui a pris le volume des papiers, mettre sous le casier, s'asseoir dessus, et celui qui a affiché, est-ce que c'est la même chose? Il y a un qui cache, il y a l'autre qui présente au peuple. La question qui était posée au Conseil constitutionnel était de savoir quelles sont les fautes qu'on retrouve sur la fiche, sur la liste qui est affichée. La question qu'on lui a posée, monsieur du Conseil constitutionnel, quelqu'un a rassemblé toutes les fiches, il a mis dans une cantine, il s'est assis dessus. Il a dit, contentez-vous de ce qu'on a fait en instance. Amenez-le à faire ce qu'il doit faire. Se lever sur sa cantine, sortir les 10 grandes fiches, transformer ça en une seule fiche et rendre public. L'article 80 parle de la liste nationale. L'article 81 alinéa 1 parle du fichier national pour dire la même chose. Est-ce que c'est si simple que ça?
Alors, le contentieux la question qui était posée au Conseil constitutionnel, c'est que, puisque ce monsieur a pris les fiches des dirigeants, il a caché, et que nous, on veut contrôler, nous, on ne peut pas aller le soulever sur son carton, que vous seul, vous êtes compétent pour lui dire, lève-toi sur ces fiches, constitue un seul bloc, rend public, le reste, nous, on va aviser. Le Conseil constitutionnel a refusé de lui dire de se lever sur le carton. A refusé. De lui dire, quitte sur ta cantine, sors les 10 fiches, constitue un seul bloc et publie. Le Conseil constitutionnel a plutôt dit, si ça vous dérange, allez saisir ceux qui doivent contrôler les fiches. C'est-à-dire qu'à partir de Nia Soso, saisissez ceux qui doivent contrôler les fiches de Nia Soso et autres. Le Conseil constitutionnel n'a pas répondu à la question. Et c'est aussi simple que ça. Parce qu'il y a une confusion qu'ils veulent créer dans la tête des gens en faisant croire que l'article 50, c'est l'équivalent de l'article 80. Non. L'article 50 parle des listes. C'est préélectoral, c'est-à-dire avant les élections. Le contentieux électoral a 3 phases. La phase préélectorale, la phase électorale, la phase post-électorale. Maintenant, cette phase des opérations préparatoires aux élections, ça intervient dans... Demandez à celui qui crée. Moi, je vous parle de la loi qui institue le contentieux préélectoral, le contentieux électoral et le contentieux post-électoral. Préélectoral, on vous a dit qui doit faire quoi. Maintenant, ils ont un problème. L'article 81, ils esquivent l'alinéa premier. Lisez l'alinéa premier, vous allez comprendre. Article 80, vous avez 81. Oui. Article 81, alinéa 1er, le directeur général des élections est chargé de la tenue du fichier électoral national. Très bien. Pourquoi? Le texte est un tout. On est sur la révision des listes électorales. C'est le titre du chapitre. Regardez, vous allez voir. Chapitre 3. Révision. De la révision annuelle des listes électorales. Voilà. Section 2. C'est-à-dire comment on procède. Chapitre. Étape par étape. Il y a une étape. Chapitre 3. Il y a une étape. Alors, toutes les étapes pour les révisions des listes électorales, c'est étape par étape. Il y a une étape qui fait problème. L'étape où le patron de l'ELECAM a pris les souches, il a mis dans la cantine, s'est assis dessus. Quelle est la procédure pour le contraindre à quitter sur sa valise? Oui, mais le Conseil constitutionnel répond qu'il n'est pas compétent. J'ai dit que là, les voix, j'ai dit permettre à ceux Duval, s'il te plaît, avec attention. laissez-moi finir, Avant, vous l'avez dit que vous ne défendez pas l'ELECAM, laissez-moi finir. non, parce que tout à l'heure, Ça se voit. tu n'as rien à voir avec la réalité. Ah bon? La seule chose qu'on a dit, c'est que c'est des insultes. Je dis ceci, la question est celle-ci. Est-ce que l'article 81 donne compétence au Conseil électoral de statuer en matière de liste nationale? Oui ou non? C'est ce que le Conseil constitutionnel dit. Il ne distingue pas de ma compétence. Parce qu'il s'agit de l'opération préparatoire aux élections. Ces opérations préparatoires aux élections ont des instances de compétences à partir du département. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué en voulant vous moquer des gens. Mais c'est ça. C'est-à-dire que si dans un département, il y a un problème, il y a une commission qui est mise en place, qui est préparatoire aux élections. Très bien. C'est ça que je voulais indiquer. Voilà. D'accord, finissez donc. D'accord, j'espère qu'il ne va pas me couper. J'ai dit, nous ne sommes pas dans le contentieux des régions. Nous ne sommes pas dans le contentieux des départements ou bien des arrondissements. Nous sommes sur le contentieux national. de la liste nationale ou du fichier électoral. Et la révision, ça doit être cohérent. Celui qui est incohérent, il ne comprend pas. Il reste dans le désordre. On dit que pour appliquer l'article 81, vous devez parfaire l'article 80. C'est l'article 80 qui ouvre la porte à l'article 81. Si vous n'avez pas le fichier national, si vous n'avez pas la liste nationale, une seule, vous ne pouvez pas vous prévaloir de l'article 81 parce que c'est limitativement énuméré ce qu'on ira faire là-bas. Tout à fait, En anglais, ça s'appelle in particular.
pour saisir, il faut aller de façon particulière. On dit, vous saisissez le conseil électoral juste pour vérifier les erreurs. Et les pouvoirs. Alors, demandez à mon distingué confrère. Si vous n'avez pas la liste nationale, comment vous faites ça? Vous allez faire comment pour retrouver les doublons entre les listes du MRC qu'on a surchargé à Koussé, du MRC qu'on a surchargé à Niachocho, du MRC qu'on a surchargé à Baham. Si vous n'avez pas la liste nationale, how will you proceed? De cette liste nationale, de l'exigence de cette liste nationale. Si vous permettez en quelques secondes, j'aimerais vous dire que il y a des gens des bien-pensants qui nous disent que c'est la preuve, ce serait l'occasion de prouver que vous avez 360 représentants dans chacune des antennes communales de l'ECAM. Il suffit que ces représentants-là vous fassent remonter les listes communales, que vous les compiliez vous-même, vous aurez la liste nationale. Alors la question que ça va poser à ce moment-là, c'est celle de l'opposabilité. Exactement comme le débat qu'il y a sur le procès verbal. C'est-à-dire que si vous avez un constat d'huissier et l'ECAM a fabriqué son PV apocryphe, la loi dit que seul le PV de l'ECAM fait foi. Donc si vous avez votre liste nationale électorale que vous avez compilée par vos propres moyens, vous ne pouvez pas saisir le conseil électoral pour contester les dites irrégularités. Et le conseil électoral vous dira, votre liste nationale là n'est pas opposable au directeur général de l'ECAM. C'est pour ça qu'il faut que le directeur général de l'ECAM publie la liste nationale qui, elle, est opposable erga omnes. Aussi simple que ça. Alors, sur la question Roland Diou, où se trouve véritablement la difficulté? Non, il n'y a pas de difficulté. C'est peut-être chez nos amis du RDPC qu'il y a une difficulté particulière. Il n'y a pas de difficulté. Moi, je vais emprunter à la technique de Maître Nguefa qui est le parler terre à terre. Le SDF avait 5 épouses, les députés. Le SDF a répudié lui-même l'une de ses épouses. D'accord? Mais la lecture de Cameroun Tribune et de nos amis du RDPC, c'est que quand bien même vous êtes une épouse répudiée, vous êtes toujours la femme de celui qui vous a répudié. Parce que l'article prétend que le SDF a 5 députés. Oui. C'est factuellement faux. Sauf si on me dit qu'on peut divorcer et toujours continuer d'être l'épouse de la personne dont on a divorcé. C'est factuellement faux. Si on s'arrête juste là. Oui. Et ce n'est pas la seule logique que nos amis d'en face refusent de voir. Deuxième étape. Le mandat impératif est nul, l'article 15 alinéa de la Constitution. Ça veut dire que qui sont ceux qui entrent à l'Assemblée nationale? Les députés ou les partis politiques? Monsieur Fangwa. Ça veut dire que ceux qui entrent à l'Assemblée nationale, ce sont les députés. Les partis politiques, c'est l'accessoire. Je parle en présence de mes confrères, des aînés dans la profession. Ils savent très bien le principe de l'accessoire et du principal. Ce n'est pas le principal qui suit l'accessoire. C'est l'accessoire qui suit le principal. Donc si le principal, c'est la qualité de député, ça veut dire que l'appartenance à un parti politique, fût-ce celui qui vous a investi, c'est l'accessoire. Il y a donc une simple présomption dès lors qu'un parti vous a investi. Il y a une présomption d'appartenance. Mais la présomption d'appartenance au parti qui vous a investi s'arrête dès lors que le mandat impératif étant nul, vous avez encore la liberté de vous prévaloir de ce parti-là ou pas. Mais nos amis du RDPC vous disent que quand vous démissionnez, vous êtes condamné à rester sans étiquette. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que, parce que quand ils veulent vous narguer, ils vous disent que allez donc demander à M. Nietzsche s'il siège à l'Assemblée comme député FCC. Allez donc demander à M. Nietzsche s'il reçoit les subventions de l'État du fonctionnement des partis politiques du fait de leur siège. Mais à cette question, je leur rappelle simplement que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a valeur d'une loi ordinaire qui ne peut pas être au-dessus de la Constitution. La loi qui porte financement des partis politiques, c'est une loi ordinaire qui ne peut pas être au-dessus de la Constitution. La loi qui porte code électoral, c'est une loi ordinaire qui ne peut pas être au niveau de la Constitution. La pratique législative, la pratique parlementaire et les règles de financement actuelles, puisque c'est eux qui les appliquent, ils ont choisi de leur donner une lecture particulière, une lecture contre la Constitution.
Nietzsche a été exclu du SDF. Comment se fait-il que logiquement on puisse considérer qu'il est député SDF? On le condamne à être sans étiquette. On lui interdit le droit de se remarier, si je reprends la rubrique que j'ai prise tout à l'heure. On vous dit que dès que vous vous mariez avec le SDF, même si le SDF vous répudie, vous n'avez pas le droit de vous remarier, parce que l'adhésion de M. Nietzsche au FCC, c'est un deuxième mariage. Alors que si vous étiez Madame SDF et que vous divorcez, vous êtes toujours Madame SDF, même quand vous avez épousé Monsieur FCC. C'est ça que les gens du RDPC nous expliquent. Demandez à n'importe quelle des femmes qui nous écoutent là, si elle peut entendre simplement ce raisonnement. Elle a divorcé de quelqu'un, mais on lui dit qu'elle continue à porter le nom de son ancien mari. Au nom de quoi? C'est précisément à ce stade-là que non seulement le principe de l'accessoire qui suit le sort du principal s'applique, mais aussi en matière de liberté fondamentale, ce qui n'est pas interdit formellement est précisément autorisé. Il n'y a aucune disposition qui interdit à un parti de répudier son militant. Il n'y a aussi aucune disposition qui interdit à un militant de changer de parti. Et le problème qui se pose, c'est que lorsque le militant change de parti, s'il était élu, il ne perd pas sa qualité d'élu. Désormais, il représente autre chose, plus celui qui était son parti d'avant, ce qui est parfaitement logique. Et donc, quand on combine cela avec l'article 121, alinéa 2 du Code électoral, qui est écrit, comme je le rappelle, à contrario, c'est de dire que pour qu'un parti investisse un candidat sans y rajouter les 300 signatures des candidats indépendants, il suffit que ce parti soit représenté dans une foule d'institutions qui sont listées par l'article 121 alinéa 2, parmi lesquelles l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil régional, le Conseil municipal. Donc, si le parti qui vous signe la lettre d'investiture, qui est un peu comme la lettre de parrainage que nous signons pour permettre à nos candidats de présenter le barreau, est signé par un avocat qui a fait de passerance, ça suffit. Pareil, si la lettre d'investiture est signée par un parti politique représenté, le parti aura juste faire la preuve qu'il est représenté. Il peut faire la preuve qu'il est représenté en démontrant que l'un de ses militants, carte de militant à l'appui, est présent dans l'une des institutions listées. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette liste est susceptible d'évoluer par plusieurs mécanismes. Je l'ai dit, dans cette même liste, la chance a voulu que l'UPC n'ait pas d'autres représentants que son sénateur nommé. Oui. C'est une aubaine pour clarifier cette question. Et je précise que nos amis du RDPC, il y a 3 ans, quand ils commençaient ce débat malsain, disaient partis politiques ayant des élus. Nous, on a laissé faire parce que ça veut dire que même lire l'article 121, ils n'ont pas lu. Parce que s'ils avaient lu l'article 121, ils auraient su qu'à aucun moment on a évoqué la question de l'élu. On dit que parti politique représenté. Puis, ils ont oublié que l'élection présidentielle, ce n'est pas l'élection des partis. C'est l'élection des candidats. C'est le candidat qui se présente. Et il est soutenu dans son dossier de candidature par un ou plusieurs partis qui peuvent l'investir. Donc la question se pose plus du côté du RDPC. Quel est le parti qui va investir M. Biya en fait? Ah non, on n'y est pas encore. Je vais donner la parole, s'il vous plaît, je vais juste préciser. Généralement, on dit une hirondelle ne fait pas le printemps. Bon, c'est vous qui le dites. Quand vous lisez les commentaires qui sont dans les réseaux sociaux, on dit que ça participe des pressions que le pouvoir est en train d'exercer sur le système électoral. C'est-à-dire que c'est les prémices pour exclure les partis politiques vraiment sérieux. Alors, est-ce que Cameroun Tribune doit être une arme ou bien un bras séculier pour préparer ce type de pression? Je dis moi, simple citoyen, le prochain article pour arriver à cette conclusion. Est-ce que j'ai donc le droit de dire que je m'interroge, je m'inquiète? Il faut que les tirs soient corrigés. Donc j'attends sincèrement que ce droit de réponse soit publié. Qu'on évite les tribunaux, parce que je suis convaincu que le député Nietzsche, comme il a commencé, il va saisir le juge. De 3, j'ai eu de la peine à suivre mon distingué confrère qui dit que le mandat impératif, c'est quoi? Non, soyez un peu sérieux. Je n'ai pas le doctorat, je n'ai pas atteint cette classe, pas par incapacité, mais parce que chacun sait ce qu'il veut.
le mandat impératif, ça regresse le système démocratique qu'on veut construire. Le mandat représentatif, c'est celui-là qui peut permettre l'entrée ou bien la construction d'une démocratie avancée. Nous ne pouvons pas, parce que nous voulons sauvegarder un strapontin, utiliser les arguments dépassés. Non, il faut qu'on soit sérieux autour de cette table. Le mandat représentatif, c'est celui du Cameroun. En mots simples, quand vous êtes élu de la nation. Vous n'appartenez plus à votre village, vous n'appartenez plus à votre famille. Vous appartenez aux Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Alors, le parti politique ou bien la structure qui vous aura permis d'être élu, si vous êtes en mésintelligence, s'il y a divorce entre vous, étant élu de la nation, ce n'est que ce petit divorce-là qui quitte, vous êtes encore autorisé à épouser ou bien à marier quelqu'un d'autre